Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire pour savoir comment Edge Chromium va faciliter la vie des collaborateurs. Pour les speakers aujourd'hui, je suis Romaric Mahut, je suis chargé de marketing et génération de leads au sein de chez Progedis et c'est moi qui serai animateur de ce webinaire, qui vous répondrai aux questions dans le chat et qui me permettrai de couper Nicolas et Alison si vous avez des questions à leur poser. Bonjour à toutes et à toutes, Nicolas Bouillon, consultant avant-vente. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ma complice Alison. Bonjour à tous, Alison Frottier, consultante Change et Adoption. Et on va bien s'éclater durant ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'histoire, ensuite des atouts du navigateur, ensuite de la sécurité avec Edge Chromium et de comment déployer et adopter le navigateur. À la fin de ce webinaire, comme d'habitude, on aura quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alison. Parfait, merci Romaric. Effectivement, pour introduire ce webinaire, Edge Chromium, il faut mettre un petit peu de contexte, un peu d'histoire sur ce navigateur. On a tous en mémoire Internet Explorer, qui était peut-être pas forcément très rapide. Je le tiens à le souligner. Ensuite, il y a eu Edge, il y a eu une évolution de la part de Microsoft sur ce navigateur. Et ensuite, voilà Edge Chromium qui arrive, qui est pris en charge par tous les navigateurs Windows ainsi que macOS. Et derrière Edge Chromium se cache la technologie Chromium, donc comme son nom l'indique, comme Google Chrome. Et vous allez voir que grâce à cette technologie-là, il y a une innovation du côté de Microsoft, c'est qu'ils ont interconnecté Chromium plus Office 365 et qui donne vraiment un joli cas d'usage pour les entreprises. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. C'est celui-là. Les atouts de ce navigateur Microsoft, donc pour entrer, on a 4 grandes thématiques. On a la productivité, rapidité, parce que c'est Chromium qui est derrière tout ça. Ensuite, on a un gros point focus, et justement, Nicolas va intervenir durant ce webinaire sur le respect de la confidentialité et des données et la sécurité. Donc ça, j'insiste dessus. Il y a de la part de Microsoft quelque chose de très sécurité et on va faire une petite démo ensuite sur cet aspect-là. On a la compilation de l'information, donc ça on ira voir ensemble avec moi après la petite présentation. Et puis bien évidemment l'interconnexion avec un compte Office 365 et je vais vous montrer effectivement quel est l'intérêt d'interconnecter Office 365 avec Edge Chromium. Alors, pour commencer, avant la petite démonstration qui sera beaucoup plus dynamique, il y a 4 cas d'usage qui ont été identifiés en entreprise où on a l'habitude d'intervenir. Cas d'usage numéro 1, bien évidemment, la connexion du compte Office 365 et donc du coup, dit connexion avec Office 365, dit partage de ressources. Justement, ça va être une grosse plus-value. On a le cas d'usage numéro 2, on va pouvoir créer une bibliothèque de collection d'informations. Donc justement, ça c'est vraiment la petite chose, le petit effet waouh que vous pouvez avoir durant ce webinaire et qui va permettre d'établir un export Excel, Word, OneNote, etc. Même Pinterest est dans la place durant effectivement dans ce navigateur-là. Et on a un cas d'usage 3 et 4, donc connecter plusieurs comptes Microsoft pour basculer de l'un à l'autre en un clic sans devoir se reconnecter. Si vous avez plusieurs comptes Microsoft, les participants vont se reconnaître. Souvent, on allait en private page pour pouvoir aller se connecter sur son autre compte Microsoft. Et bien là, avec Microsoft Edge, en un clic, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter, vous restez dans la même page du navigateur. Donc ça, c'est quand même énorme, surtout si vous intervenez sur plusieurs comptes. Là, c'est vraiment la facilité, la fluidité d'utilisation de ce navigateur. Et puis, bien évidemment, cas d'usage numéro 4, transformer vos outils Office 365 Web en applications pour vous faire gagner du temps, des petites applications qui sont directement... Alors, c'est des applications web, hein, je tiens à préciser, ce n'est pas vraiment... comme le logiciel qu'on installe sur son ordinateur, c'est vraiment l'application qu'on va ressortir de la version web et justement, ça sera le dernier cas d'usage que je vais vous montrer en démonstration.
Donc, pour donner un petit peu de contexte, là, ça peut paraître vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, etc. Moi, j'ai vraiment envie de vous montrer. Donc, je vais commencer par d'ouvrir mon navigateur. Hop, et là, je vais vous montrer une page classique. Et là, le cas d'usage numéro 1, c'était d'interconnecter Office 365. Donc, quand on ouvre Edge Chromium, on se dit, c'est bien marrant, c'est bien beau, mais moi, je ne vois pas trop la différence avec ce qu'on peut faire avec d'autres navigateurs. Souvent, c'est des retours d'utilisateurs que j'ai régulièrement. Mais détrompez-vous, justement, il faut aller un peu plus en profondeur pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, j'ai tout simplement créé un compte Microsoft. Du coup, je me suis connectée avec mon compte Microsoft, donc avec votre adresse mail et votre mot de passe. Comment fait-on? Tout simplement, vous pouvez ajouter un profil et ce profil, c'est votre compte Microsoft. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je l'ai interconnecté et surtout, je l'ai synchronisé. Donc, une fois fait, on arrive sur cette page. Moi, ce qui va m'intéresser, je dis oui, mais c'est tout blanc, c'est bizarre, etc. Eh bien, on a un petit bouton, quand on scrolle, on a Office 365. Et ici, vous avez une action requise de votre part pour connecter Office 365 directement à Edge Chromium. Donc, par exemple, je vais aller me connecter et il va tout simplement me demander, normal, première connexion, mon mot de passe. Donc, je vais aller choisir mon mot de passe. Et donc là, Alison, ce profil-là sera enregistré avec tous tes autres profils. Peu importe si on a 2, Exactement. 3, 4, 5, d'accord. Il va Et là, s'ajouter à la liste de tous justement, tes profils. et c'est ça justement, très bonne Romaric, c'est très bien ton intervention. C'est qu'ici, là, vous avez votre avatar, vous avez l'intégralité de tous vos comptes. Donc, vous voyez tous mes comptes ici, ce sont tous mes comptes Microsoft ainsi que mon compte perso, par exemple. Vous pouvez également le faire de cette manière-là. Et là, on garde tout en mémoire. Donc là, c'est plutôt une grosse plus-value directement de ce navigateur. Donc pour continuer, donc là j'ai interconnecté Office 365 et là on voit directement que j'ai mes documents partagés. On peut avoir la personnalisation d'ici du fil d'actualité, donc ça c'est totalement personnalisable par utilisateur. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que là, vous avez le petit gaufrier, comme je l'appelle, de Office 365. Et dans ce fameux gaufrier, vous allez retrouver l'intégralité des applications Microsoft 365. Donc, si j'ai envie d'aller, par exemple, sur Outlook ou sur du OneDrive, par exemple, je vais aller ouvrir ma messagerie. Il va directement ouvrir ma messagerie. Donc là, pour la première utilisation, mais je vais vous montrer tout à l'heure sur un autre compte, il va directement vous interconnecter avec votre messagerie. Tac. Jamais. Voilà. Et là, vous allez ouvrir directement depuis votre portail votre boîte mail. Donc, par exemple, si je vous remontre de cette manière-là, on a la possibilité. Donc, il est en train de charger. Hop. Bon, je vais vous montrer sur un autre compte, mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne perdez pas la main directement sur votre navigateur. Donc, là, on a aussi quelque chose au niveau de l'apparence qui est important. Ici, vous avez les onglets qui sont tout en haut. On aura la possibilité d'ajouter les onglets verticaux de cette manière-là. Donc ça, moi, je trouve, c'est plutôt classe. Ensuite, on va avoir également une modification de l'apparence intégrale. Quand vous allez sur les 3 petits points de Microsoft, vous allez dans les paramètres et on a la possibilité de changer notre apparence, que ce soit en mode dark, en mode clair, ou même d'aller choisir, par exemple, une couleur un peu différente. Et ce qui est intéressant, et ça va être le cas d'usage numéro 2, par exemple, quand je vais changer d'environnement, par exemple, je vais aller sur mon environnement Progelis, hop, là directement, je vais garder ma couleur de l'apparence. Donc là, je suis en mode clair, mais j'ai gardé un fond rouge pour garder un petit peu, pour être corporate avec Progelis et rester dans la charte graphique. On peut personnaliser l'intégralité de votre navigateur. Donc ça, c'est quand même une richesse et c'est surtout par user. C'est ça, donc c'est de la personnalisation par profil. Exactement, tout à fait. Donc là, on a quelque chose de minimaliste. On a la petite roue cantée qui va nous... Voilà, là, on est quelque chose dans un peu plus artistique. On a informatif. Donc là, informatif, c'est que vous êtes interconnecté avec votre compte Office 365 et vous pouvez
totalement le personnaliser de A à Z avec votre propre image, avec un thème personnalisé, etc. Si par exemple même votre entreprise développe un fonds très corporate qui va directement sur votre navigateur, vous pouvez l'intégrer de cette manière-là. Donc là, on est vraiment sur de la personnalisation en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc là, du coup, cas d'usage numéro 2 et 3. Donc là, vous avez vu que j'ai interconnecté. Je me suis, vous voyez, hop, je clique sur un autre tenant. J'arrive directement sur mon environnement et je vais pouvoir aller cliquer, par exemple, sur du Microsoft Teams qui va ouvrir directement sans me redemander mon mot de passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, je suis directement sur un environnement Teams qui apparaît directement ici. Donc là, vous pouvez le faire avec toute la suite Office 365. Donc là, je vais retourner par exemple sur celui de ProjetList parce qu'il y a quand même une grosse plus-value sur une fois que vous avez interconnecté Office 365, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais recherchez dans, donc nous c'est ProjetList, mais pour vous, ça sera directement le nom de votre organisme ou de votre entreprise. Donc par exemple, je vais faire une petite recherche. Souvent, on se dit mon collègue, nous avec Nicolas, moi j'interviens sur l'agence de Lyon et Nicolas sur l'agence d'Aix-en-Provence. Eh bien, par exemple, je veux savoir si quel document il a partagé avec des collaborateurs d'Aix. Je vais aller faire une recherche de mon collaborateur directement depuis le navigateur Bing, mais dans Edge Chromium. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il apparaît comme un guest star dans le navigateur. Magie. Et du coup, quand je clique à l'intérieur, on va avoir directement un petit onglet travail qui va me permettre de savoir sur quelle organisation il est vraiment, sur quelle agence, le numéro de téléphone et surtout, ce qui va vraiment être intéressant quand on clique sur l'onglet travail, on va avoir la partie partage de documents. Donc ça, c'est quand même énorme parce que si vous faites partie, par exemple, d'une même équipe Teams et que vous avez besoin, vous n'avez pas forcément accès à Teams, admettons un cas d'usage peut-être pour vous parce que vous avez une mauvaise connexion, mais par contre, une connexion suffisante pour aller sur un navigateur, vous allez directement aller voir les documents de Nicolas qui ont été partagés avec son équipe ou avec moi sur une OneDrive, etc. Donc là, vous voyez, on peut aller. Alison, le fait de voir les derniers éléments là, ouverts par Nicolas, c'est grâce à quoi? C'est le fait que vous êtes rattaché au même tenant, c'est pour ça que tu peux aller voir quels sont les documents consultés par tes collaborateurs? Exactement. Il faut que vous soyez connecté au même tenant pour pouvoir voir ces informations-là. Si vous avez plusieurs entreprises et que ça ne fait pas partie de ce tenant-là, la recherche ne sera pas possible. Il faut vraiment que ça soit à l'intérieur de l'organisation. Et au-delà du tenant, Romaric, ça ne casse pas tout ce qui est gouvernance et sécurité. Ces résultats de recherche Microsoft Graph sont de toute façon conditionnés par la sécurité. Donc, si ces documents n'avaient pas pu être partagés à la connaissance d'Alison par son profil, elle ne les verrait pas dans cette liste. Ok, donc tu peux pas tout voir non plus. Non, ça respecte les sécurités OneDrive, Teams et SharePoint par ailleurs. Ça ne casse pas la sécurité par ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette notion de sécurité, même sur une interface très user-friendly. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier, surtout si vous êtes DSI ou RSSI, par exemple. C'est vraiment ce qu'il faut garder en mémoire, c'est cette notion de sécurité qui est vraiment très, très ancrée dans ce navigateur. Donc voilà pour la petite recherche. Donc vous voyez que c'est relativement assez ludique et on retrouve vraiment l'intégralité des collaborateurs. Ensuite, ce qui va également être intéressant, il y a d'autres fonctionnalités dans ce navigateur-là. Vous avez la possibilité de personnaliser toutes les petits icônes que vous avez ici, que vous le retrouverez directement dans les paramètres. Donc, vous pouvez carrément, vous voyez, on peut même capture web, on peut même partager une page web. Par exemple, si je prends, par exemple, un nom, vous allez dire, mais elle a combien de comptes Microsoft? Par exemple, ici, si je vais sur la page, c'est ça. Et ici, vous allez pouvoir partager directement la page web, soit directement en lien, soit depuis une OneNote que vous partagez avec vos collaborateurs, par exemple. Ça vous évite aussi
peut-être le mail, hein, donc c'est aussi intéressant. On a tous le cas d'usage qu'on reçoit trop de mails. Et aussi, ce qui est intéressant quand on veut partager une page web, on a ce fameux QR code qui est plutôt assez sympathique. Si vous avez besoin, admettons, d'aller retrouver cette page, par exemple, ici, je suis sur le site Microsoft. Si vous vous amusez à scanner, vous allez exactement aller sur cette page Microsoft que je suis en train de diffuser. Donc ça, c'est intéressant et c'est de la technologie Chromium que vous pouvez lire le code QR code de cette manière-là. Je l'ai fait en live, Alison, ça Oui. fonctionne. Ouais, super. Tu m'aurais dit l'inverse, je me serais inquiétée. On aurait incriminé mon téléphone mobile. Voilà, c'est ça. Mais ça fonctionne. Et voilà, bah, je suis ravie alors. Du coup, ici, vous avez ce QR code directement en live depuis une page web, mais vous pouvez le télécharger et l'insérer dans une présentation PowerPoint, par exemple, ou de l'envoyer à des collaborateurs, par exemple aussi, via Teams, par exemple. Pourquoi pas? Donc ça, c'est une plus-value. Et puis, vous avez aussi le partage to share dans Teams. Pareil, vous pouvez partager depuis Teams. Là, vous voyez, vous allez saisir le canal d'une équipe et vous allez diffuser directement un petit message, un petit commentaire disant que voici, j'ai trouvé une petite ressource, etc. pour mes collaborateurs. Pourquoi pas? Et comment trouve-t-on ce petit Share to Teams? C'est tout simplement une extension qui a été développée par Microsoft. Donc, comment fait-on pour aller la retrouver? Dans les 3 petits points, vous avez extension. Donc, vous voyez que c'est très lisible, très simple d'utilisation. Quand on clique sur extension, on va pouvoir faire une recherche directement depuis le Microsoft Store ici. Et si vous ne trouvez pas votre application, la technologie Chromium est toujours derrière. Vous avez accès ici, tout en bas de la page, au Chrome Web Store. Ça veut dire que quand on clique dessus, on a les mêmes extensions que sur un Google Store. Donc, c'est exactement de la même manière. Et ça s'ajoute automatiquement ici sur la barre des fonctionnalités. Donc là, on pourra trouver toutes nos extensions qu'on aurait de par ailleurs sur Google Chrome, parce que j'utilise à l'heure actuelle Google Chrome. Je pourrais avoir exactement les mêmes côté Chromium. Exactement. Par exemple, moi, j'ai ColorZilla. ColorZilla sur le Microsoft Store, il n'existe pas pour le moment. Du coup, j'ai été obligée d'aller sur le Chrome Store et je l'ai directement intégrée. Et là, on s'aperçoit qu'elle apparaît comme si on était sur une page Chrome standard, on va dire. Et à la manière de Google Chrome, on peut venir épingler toutes nos extensions en haut sur la barre. Exactement, tout à fait. Et là, vous voyez qu'on a Capture Web, partagé, imprimé. Bon, là, on imprime un peu moins. Mais ce que je vais vous montrer, et là, ça va être le dernier cas d'usage, ça va être les collections d'informations. C'est que là, par exemple, admettons, vous faites un petit peu de veille, vous souhaitez faire une veille pour tel et tel organisme. Comment procède-t-on? Vous avez ce petit onglet collection, on va cliquer dessus. Et là, on va pouvoir aller démarrer une collection. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que là, on va personnaliser le nom de la collection. Donc, pour ma veille, par exemple, moi, j'ai envie de faire de la veille sur les surfaces de chez Microsoft. Et là, je vais directement aller, donc là, je suis sur la Surface Pro 10. Je vais cliquer sur « Ajouter » la page et là on s'aperçoit qu'on a directement le prix et la photo qui est affichée. Et si j'ai envie d'aller faire une veille pour par exemple, est-ce qu'on a envie d'acheter du nouveau matériel Surface pour pouvoir être très ergonome avec Teams par exemple, vous allez pouvoir ajouter de cette manière-là. Donc là j'ajoute, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez énorme. Vous avez les 3 petits points. Donc, vous allez me dire, mais que va-t-on faire? On va pouvoir exporter directement toutes les informations que vous avez collectées dans votre collection en Excel, en OneNote, en Word. Et bon, là, je vais vous montrer, par exemple, en export Excel. Donc, ça serait possible de télécharger, par exemple, tous les prix des surfaces pour pouvoir comparer typiquement les prix de ces outils. Directement depuis Excel, sans que tu fasses de travail manuel, finalement. Exactement, tout à fait. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'ici, on a directement le prix, on a directement la référence du produit. Après, on peut aller plus loin dans les collections.
Ça veut dire que là, par exemple, je reviens sur mon site Microsoft, on va pouvoir même uniquement choisir une image et l'ajouter dans sa collection, ou tout simplement sélectionner le prix de départ, ou juste le texte, par exemple ici, de ma surface Pro 7, par exemple, de cette manière-là, que je vais pouvoir ajouter au fur et à mesure. Je fais ce que je veux. Même si j'ai envie d'aller juste parce qu'il y a juste du texte qui m'intéresse, hop, le texte, je vais pouvoir l'intégrer de cette manière-là, en faisant un glisser-déposer, en sélectionnant ce que l'on veut. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. On veut collecter, souvent on se dit, on l'ajoute en favori, mais dans nos favoris, on a tout et rien, clairement. Moi, pour avoir souvent des liens ou des sites bien précis en favoris, je n'arrive jamais à retrouver mes petits, tandis que là, vous allez pouvoir choisir vos collections d'informations par thématique et par ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est une organisation qui est plutôt sympathique, et surtout qu'on aura également la possibilité, ici on a une petite note, si besoin, vous pouvez annoter des choses pour vous. Et donc là, on est dans un petit post-it, saisir l'information par exemple, etc., etc. Et là, je vais faire valider. Et là, on s'aperçoit que les annotations qu'on a directement dans la collection est directement intégré également en export Excel, en export Word ou en OneNote ou dans Pinterest parce que vous avez fait une collection uniquement d'images. C'est aussi un cas d'usage aussi. Par exemple, vous faites partie de la com ou du marketing. Pourquoi pas avoir des images que vous voulez collecter de cette manière-là? Et ces collections, pour les retrouver, où est-ce qu'elles sont stockées finalement? Parce qu'on parlait des favoris qu'on pourrait perdre au bout d'un moment tellement on en a. Et là, les collections, comment on va les stocker? Comment on va les retrouver assez facilement? Alors, les collections, on les retrouve directement, donc c'est par défaut. Vous n'avez pas besoin de l'ajouter, c'est une fonctionnalité, le petit icône carré avec le plus qui est affiché ici en haut de votre navigateur. Tout simplement, en cliquant dessus, vous allez retrouver l'intégralité de vos collections. Donc là, par exemple, si je vous montre sur mon environnement Progelis, vous voyez que là, par exemple, j'ai sécurité, LinkedIn, etc. J'ai tous mes éléments d'information ciblés directement pour Progelis, pour mon travail, etc. Donc là, il y a juste à cliquer ou décliquer directement sur cette fonctionnalité pour pouvoir les retrouver. Il n'y a pas à aller dans l'historique, d'aller scroller, etc. pour aller retrouver toutes ces informations. On me demande dans le chat s'il y a un moteur de recherche dans les collections. Alors, je ne sais pas si c'est pour retrouver des collections particulières ou pour les créer, mais est-ce qu'on peut les retrouver facilement en recherchant? Alors, on peut les trier par nom ou par date de création. Il n'y aura pas vraiment une barre de recherche dans les collections pour pouvoir les retrouver facilement. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on peut en avoir 150 des bibliothèques de collection. Et là, on se dit, si j'avais une barre de recherche, pourquoi pas? Mais non, là, vous allez pouvoir les trier par nom, par ordre alphabétique. Ça ne sera pas par barre de recherche. Merci. Donc voilà pour un peu la présentation, la petite démonstration qu'on puisse faire sur Microsoft Edge Chromium. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Romaric, un petit peu sur cette démonstration-là? Pour l'instant, non. Eh bien, super. Eh bien, dans ces cas-là, s'il n'y a sur ton pas d'autres rythme questions. d'enfer. C'est ça. Je te laisse. Seul responsable des mots que je choisis. Et là, on va introduire vraiment ce webinaire-là dans le mode vraiment sécurité, ce qu'il y a vraiment derrière, ce qu'on peut vraiment faire. Donc, c'est Nicolas qui va vous présenter vraiment toutes ces possibilités-là. Et qui va prendre la main et passer en mode PowerPoint, passer en vidéo et être sous les feux des projecteurs. C'est ça. J'en tremble d'avance. C'est parti. Et voilà, parfait. Donc moi, j'interviens pour la partie moins séduisante, mais tout aussi importante, d'avoir un navigateur convivial, puissant, ergonomique, bourré de fonctionnalités, permettant de rapatrier tous ses plugins préférés de Firefox ou de Chrome. C'est bien, mais la sécurité et la confidentialité, c'est pas mal. Donc l'histoire de Edge, elle est aussi liée effectivement à l'histoire de Chrome. Donc quand on va parler architecture et fonctionnement des processus à l'intérieur de Edge, évidemment il y a un gros levier qui est fait sur l'héritage initial lié à Chromium,
Mais ce qu'a fait Microsoft, c'est rajouter pas mal de fonctionnalités liées déjà à son métier d'éditeur sur la surveillance des failles zéro day, leur recensement, l'ouverture de ces bases de données aux communautés, et puis des innovations technologiques propres au navigateur de Microsoft qui sera pas inintéressant de parcourir. Avant de plonger dans les caractéristiques de, euh, de Edge Chromium sur ces parties sécurité, on va faire un petit stop de quelques secondes sur une enquête qu'on mène en ce moment avec les équipes de ProGélite auprès des clients ou prospects que vous êtes. Nos équipes ont créé un questionnaire pour découvrir votre sensibilité à la problématique de la cybersécurité. Donc, il me semble que Romaric a mis le QR code que vous pouvez prendre en photo, ou on vous retapera dans le flux de discussion l'URL. Je vous remets le lien dans le chat, et comme Alison l'avait très bien montré, on va aussi utiliser le QR code pour pouvoir se rendre sur ce lien. Donc c'est une petite enquête qui va parler de la sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Ça va prendre 3-4 minutes à répondre, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Enquête dont on publiera, il me semble, à la rentrée, les résultats disponibles sur notre Les résultats en septembre seront publiés. Exactement. Voilà. Donc, plus il y a de participants, plus il y aura de pertinence et de variété à l'intérieur du résultat de l'analyse de notre enquête. C'est un sujet dont on n'a pas besoin de vous rappeler la pertinence. Voilà pour la petite interlude sur l'enquête sécurité. Maintenant, si on revient sur notre ami du jour, le navigateur, on va regarder les 6 grands points principaux, puis en développer un certain nombre et faire une petite présentation active après. Donc le premier élément super intéressant lié à Edge, c'est la fonction Smart Screen. J'irai la détailler après, mais c'est vraiment la solution en temps réel de protection contre les hameçonnages, les sites malveillants, ou le téléchargement de pièces jointes, de fichiers corrompus. Donc on regardera un petit peu après son fonctionnement, mais c'est vraiment super intéressant. Évidemment, l'utilisation sur des PC Windows 10 de Edge Chromium est liée à l'accès conditionnel. Donc si vous paramétrez des politiques de connexion de vos collaborateurs étrices à des heures particulières en fonction de périphériques particuliers avec des logiciels particuliers, évidemment l'ami Edge peut bénéficier de ces paramétrages conditionnels avancés liés à son utilisation. Nicolas utilise sa connexion ProGélis à 5 heures du matin depuis l'Ukraine. Éventuellement, il y a peut-être une suspicion que ce soit pas vraiment Nicolas. Donc, on va lui interdire, à cause de l'IP en Ukraine ou de la plage horaire, le fait que je fasse du Chrome, du Edge Chromium avec une machine pour accéder à des ressources ProGélis. Ça, c'est toute la valeur de l'intégration dans la sécurité Azure Active Directory. On verra après aussi Application Guard est un truc super intéressant, mais qui est vraiment issu là de la genèse du navigateur. C'est-à-dire que chaque processus que vous faites tourner et qui correspond à un onglet dans Edge est un processus spécifique isolé à l'intérieur du noyau de votre OS. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de débordement d'un processus à l'autre. Donc, ce qui veut dire aussi que si vous avez un processus corrompu, vous n'allez pas corrompre le reste des processus. Et on ira regarder aussi les privilèges qui sont donnés à la machine, via la machine à votre Chromium quand il tourne, ne permettent pas d'aller écrire dans un certain nombre de fichiers protégés de Windows 10. En gros, l'application Edge fonctionne sans les privilèges nécessaires à corrompre votre système d'exploitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même transparent et super intéressant. Évidemment, la protection contre les données et le DLP, c'est-à-dire que la data loss prevention, donc la protection contre la perte des données liées à des tentatives de hacking ou à des mauvaises manipulations utilisateurs, elle est prolongée dans Chrome. Donc dans Chromium, donc on ne pourra pas échanger des informations qui sont soumises à des labels via ce navigateur. Ça permettra d'avoir une expérience homogène, un peu comme quand on dit ce fichier est de nature confidentielle, et un fichier de nature confidentielle, je ne peux pas l'envoyer par Outlook ou par Edge ou par quoi que ce soit en dehors du domaine de messagerie de votre entreprise. Donc, vous ne casserez pas vos politiques de DLP avec l'utilisation de Edge. Au contraire, on aura une prévention. Donc ça, c'est des petits sujets pas inintéressants. Alors,
comme on vous donne après nos webinaires le contenu des PowerPoint, il y en a un certain nombre où j'ai développé quelques points pour les fans de sécurité ou de spécifications techniques. C'est pas des plus alertes à lire en webinar et c'est pas forcément le meilleur format pour ça, mais voilà, si vous devez retenir ce que fait SmartScreen, je l'ai mis en jaune. Il analyse les pages en temps réel et il regarde si elles possèdent des caractéristiques suspectes et si elles ne sont pas référencées dans les bases Microsoft comme étant malveillantes. Il compare le site à une liste dynamique de sites nationaux qui est mise à jour. Donc, on a vraiment d'une part un travail sur le référentiel par Microsoft et la mise en correspondance dans le navigateur. Et puis, pareil, pour les téléchargements, ça compare vos téléchargements à des listes de sites de téléchargement qui sont connus comme étant corrompus. Si je poursuis l'effort et que je reviens sur mes idées de processus, là, on voit en fait en utilisant un Process Explorer qui est un petit peu comme vous faites un clic droit sur la barre des tâches et votre gestionnaire des tâches. Le Process Explorer est juste un petit logiciel un tout petit peu plus avancé sur un certain nombre d'informations. Et on voit que quand je fais tourner un Edge sur une machine, sur ma machine projet Lucene Bouillon, les niveaux de privilèges pour l'intégrité du système que possède Edge quand il tourne ne permettent pas d'aller écrire sur le disque. En fait, il est sur ce qu'on appelle un untrusted level et il peut pas aller écrire des informations ailleurs sur le disque que là où on l'autorise à travailler, ce qui garantit aussi d'éviter de faire propager des logiciels malveillants sur vos machines. Et effectivement, l'intégralité des processus, ils sont exécutés dans des bacs à sable. Ils sont pas exécutés là où ils doivent pas être. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les processus, ils sont isolés les uns des autres. Donc, vous avez autant d'onglets Edge que de processus sur la machine. Ça, c'est super intéressant pour le côté coup de base en sécurité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu une démo. Donc, Microsoft étant un éditeur prolixe en outils de sécurité de démonstration, on va aller regarder sur une page de démonstration le comportement du navigateur vis-à-vis d'un navigateur équivalent qui, lui, n'aurait pas la protection SmartScreen. Donc, bon, là, je vais passer sur mon navigateur de production. Là, donc, comme Addison, moi, j'ai des petits clics connectés en tant que Nicolas Bouillon. J'ai des profils de démo, des profils d'atelier technique, des profils dans le cadre de projets clients. Donc, j'utilise aussi avec générosité ces différents profils. Donc, par exemple, si on va sur un site dont on sait qu'il est un site de phishing et qu'on est sous SmartScreen et quand je vais essayer d'y aller, le site va me prévenir en fait. Bon, déjà, il va me mettre du rouge partout dans l'URL, il va me lancer un pop et va me dire que attention, Nicolas, es-tu bien sûr de vouloir aller sur ce site ô combien douteux parce que d'après nous, faudrait pas y aller. Donc là, j'ai vraiment une alerte. Et alors que si je prends le même exemple sur Chrome, le petit frère ou le grand frère ou le cousin, là, évidemment, ça va naviguer gentiment, ça m'affiche le contenu du site avec aucun warning. Donc là, on voit déjà qu'on a une petite différence de comportement entre les deux navigateurs. Et puis plus je vais y aller, plus ça va fonctionner comme ça. Si je vais sur une page de malware, je vais avoir ici un truc légèrement teinté pompier qui va m'avertir visiblement, même si je suis pas très vigilant, que là, apparemment, je suis en train d'aller sur un site où je ne suis pas censé aller. Et on va avoir une approche encore différente sur Chrome. Et ça devient extrêmement parlant si on commence à vouloir faire du téléchargement. Donc là, je vais essayer de faire un download. Il va me dire là, ton vidéo 1.exe a été bloqué. Alors que si je veux vraiment cette vidéo de vacances d'un inconnu et que j'essaie d'aller la chercher en Chrome, ça va un peu plus, ça va se passer différemment. Je vais faire rentrer directement, gentiment, allègrement, ce petit exe dans ma machine. Alors, vous me direz, j'aurais eu d'autres moyens de bloquer ce téléchargement qu'uniquement avec mon navigateur. Évidemment, il y a d'autres systèmes de sécurité qui permettent de gérer des téléchargements malveillants. Mais je dirais qu'au niveau utilisateur, en chose de base, avec aucun paramètre supplémentaire à activer, puisque cette sécurité, elle est native, elle est gratuite, elle est intégrée et elle est auto-paramétrée, vous avez quand même un premier rideau de feu qui permet d'éviter de faire quelques problèmes de manipulation liés à l'accès clavier. Donc, on a tous des vulnérabilités dans la navigation, sans pris remarque. Ouais, donc là, en fait, il t'a juste bloqué par le simple fait que tu sois, toi, connecté à Edge Chromium, finalement. Ouais, tout simplement. En fait, en naviguant à travers cet outil, je bénéficie nativement de sa sécurité dynamique embarquée. C'est pas toi qui avais fait des pré-réglages, c'est vraiment Chromium qui est de lui-même parce qu'il estime que c'est malveillant ou qu'il y a un potentiel.
Et grosso modo, les fichiers de ressources liés à tout ça sont les fichiers de ressources liés au Security Center de Microsoft et aux attaques zero day qui sont loguées et aux mises à jour des navigateurs et à toutes les alertes qui sont remontées sur les sites communautaires de sécurité en général. Donc on a quelque chose qui est très dynamique, qui est vivant et qui est extrêmement bien mis à jour par l'éditeur. Donc je ne vais pas vous le faire à chaque fois sur chaque unité. Hein. Cette URL, si elle vous intéresse, si quelqu'un la veut, vous nous le dites, on vous la mettra dans le flux de discussion parce qu'elle n'est pas évidente à trouver, cette petite URL Microsoft pour les démos. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour les utilisateurs lambda de ma société qui peuvent aller naviguer à droite à gauche de pouvoir bloquer ne serait-ce qu'en utilisant mon moteur. Dans les utilisations normalisées des PC d'entreprise ou des PC personnels dans les entreprises, il y a toujours des utilisations sur des sites qui sont pas forcément des sites corporate liés au cœur de métier des collaborateurs et trices, puisqu'un navigateur reste un navigateur et on le fait aller là où nos goûts ont envie de les faire aller. Et si vos goûts vous font aller dans des secteurs où la sécurité informatique n'est pas le règne, bah, c'est quand même pas inintéressant d'avoir un navigateur un tant soit peu sécurisé pour éviter de faire des mauvaises manipulations et avec un PC perso ou corporate de se mettre dans l'embarras. On pourrait rendre par défaut le navigateur Edge Chromium. Ouais, on y reviendra après dans la partie industrialisation du déploiement, que ce soit avec un SCCM, Intune ou des policies. Il y a moyen d'une part d'aller pousser Chrome sur les machines, Chromium par défaut sur les machines, d'une part, et d'en pousser un certain nombre de paramètres par défaut liés à son fonctionnement, sa sécurité ou ses sites de confiance. On y reviendra un petit peu après. Donc là, si je reprends la main avec le PowerPoint, on en était resté à notre page de démonstration que je vais vous mettre en plein écran, c'est plus confortable. Et puis je résumais, en fait, c'était bien Romaric qui m'a rebondi par cette remarque ô combien pertinente. Là, on a une petite capture d'écran. Une des captures d'écran qu'on peut retrouver dans Endpoint Manager sur la sécurité et les baselines de Edge. Donc, on peut déjà au niveau Intune aller gérer un certain nombre de problématiques liées au modèle d'authentification, au support des flashs, au support des extensions, à un certain nombre de paramètres par défaut qu'on va gérer au niveau entreprise. Donc déjà, ça permet d'avoir un premier niveau de paramétrage de ces applications telles qu'elles sont poussées sur les périphériques qui sont enrôlés dans Intune. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est relatif c'est relatif à ce que je vous disais tout à l'heure sur les bases de connaissances et les mises à jour de sécurité que Microsoft ressent entre autres pour Chromium. Hein. On avait préparé mi-mai le contenu de cet atelier, donc les captures d'écran ont des dates du 13 mai. Et c'est ici que vous pouvez aller voir toutes les mises à jour de sécurité, toutes les vulnérabilités qui ont été remontées par le marché sur ce site qui est un site Microsoft mais qui est un site communautaire. Hein. L'idée c'est qu'il est ouvert au public pour pouvoir aller ou pouvoir remonter tous les incidents de sécurité qui sont remontés par les observateurs du marché. Donc c'est un grand classique hein, quand on parle sécurité. Ça c'est pareil, c'est pour les adeptes de technique, c'est le fonctionnement et l'explication du Krypton container en gros qui permet d'exécuter les processus liés à Edge dans un bac à sable à l'intérieur de votre OS et qui vous garantit son isolation vis-à-vis du reste du noyau de la machine et qui fait que ça devient compliqué avec Edge Chromium de foutre en l'air son OS par une navigation non sécurisée. Un truc qui est super intéressant aussi pour tous nos clients qui ont soit des applications web legacy qui sont anciennes, qui sont publiées par des serveurs de JS en interne, ou pour des clients qui auraient besoin de travailler avec des applications qui nécessitaient d'utiliser IE11 en compatibilité. Il existe à l'intérieur de Edge un mode de compatibilité IE11. Donc en fait, quand vous êtes en Edge dans un navigateur qui nécessite de l'IE11 pour pouvoir fonctionner, en fait, ça va être un container Chromium qu'on va utiliser, donc la sécurité des processus, le bac à sable, etc. Mais il va jouer
des instructions compatibles avec IE11 et vous le verrez quand vous naviguez, vous avez une petite icône comme ça, Internet Explorer, qui se positionne avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez déployer massivement Edge Chromium dans vos parcs, y compris si vous avez des contraintes d'application web ou d'application métier web qui nécessiteraient à la base d'avoir de l'IE11, parce que ça permet de virer cette passoire à sécurité qui est d'ailleurs plus du tout certifiée par Microsoft pour aucun service Office 365 depuis un certain temps. Donc ça vous permet de faire, si nécessaire, le ménage dans vos parcs et de balancer un autre navigateur par défaut, tout en s'assurant de cette rétrocompatibilité et en apportant la sécurité liée à Edge. Je te rends la main orale, si tu veux, Alison. Oui, avec plaisir. Je ferai des petits clics sur les diapos quand tu me le demandes. Oui, et ben vas-y. Voilà. Et ce qui est important, il y a forcément un accompagnement pour vos utilisateurs. Et ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Pourquoi? Parce que derrière, il y a tout un audit. On va établir des ateliers pour récolter des usages, pour tout simplement aller cibler par secteur métier en fonction du déploiement du navigateur, etc. On va avoir des usages bien spécifiques. Si vous êtes collaborateur terrain et si vous êtes, par exemple, sédentaire, on va vraiment pas du tout avoir les mêmes usages. Et surtout aussi, petit rappel, le navigateur est également sur mobile. Donc là aussi, on n'a pas forcément parlé, mais c'est aussi important. Il ne faut pas oublier nos collaborateurs qui sont sur le terrain, qui peuvent également utiliser les mêmes fonctionnalités directement. Et puis, directement, cette mise en place, on vous accompagne vraiment à l'intérieur, où on va mettre en place une certaine communication, une certaine sensibilité. Là, par exemple, Nicolas, c'est la prochaine slide. On va vraiment avoir un kit adoption. On va vraiment déployer ça chez vous en interne avec vraiment une collaboration où on va établir des astuces et bonnes pratiques. Comme là, j'ai pu vous montrer un peu quelques astuces et surtout sensibiliser, parce que souvent, les collaborateurs connaissent pas du tout ce navigateur-là et ne savent même pas qu'on puisse faire ça. Donc souvent, on va avoir le pourquoi. Eh bien, nous, on est là pour vous apporter cet accompagnement-là tout au long de votre projet et surtout des guides d'utilisation, des vidéos, des webinars qu'on peut vraiment mettre à disposition de tous vos utilisateurs. Et ensuite, Edge sera ancré chez vous comme tout simplement un Google Chrome, un Mozilla Firefox, etc. Mais le petit plus, et ça j'insiste, pour la sécurité des données. Ça, c'est quand même important à l'intérieur de votre navigateur. C'est vraiment le plus de ce navigateur-là. En plus, on ne vous a pas vraiment montré, mais il y a tout un aspect vraiment pour bloquer les cookies, pour être vraiment dans un mode très strict en fonction de ce que vous souhaitez déployer. Donc là, on n'en a pas forcément parlé, mais ça peut faire l'objet tout simplement d'un prochain rendez-vous ensemble avec nous pour pouvoir en discuter plus longuement de ce navigateur-là. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et du coup, besoin d'accompagnement, besoin de sensibilisation auprès de vos utilisateurs qui, du jour au lendemain, arrivent avec vous poussez un nouveau navigateur et là, l'adoption ne sera pas prise en compte parce que du coup, ils ne savent pas pourquoi, parce que vous le déployez pour, par exemple, des raisons de sécurité, mais les utilisateurs ne le savent pas forcément. Donc là aussi, c'est important de bien remettre dans le contexte et d'où l'importance de l'accompagnement tout au long de ce déploiement du navigateur. J'ai une petite question, Alison. On me demande si la compatibilité Edge Chromium avec IE11 inclut Silverlight. Je confirme, le mode IE prend en charge les fonctionnalités suivantes, donc Control ActiveX, Java, Silverlight. C'est bon, c'est OK pour Silverlight. Bon, du coup, je continue, si tu veux, Alison, pour enseigner sur la transformation technique de l'essai, tout en réinsistant aussi à mon niveau sur ce type d'outils logiciels. Les problématiques d'adoption ont toute leur place avant la technique. C'est-à-dire que c'est bien gentil de faire des masters applicatifs dans les endpoint managers ou dans les distributions ou les policies, mais si vous ne formez pas vos collaborateurs et tristes à la valeur ajoutée du navigateur et au pourquoi on amène de la sécurité et au en quoi la sécurité est un enjeu de tous les jours et de tout le monde. Là, je reboucle sur notre petit questionnaire. Effectivement, vous risquez de louper des choses, c'est-à-dire soit l'adoption se fait pas, soit elle se fait à reculons et du coup, elle coûte plus cher, elle dure plus longtemps et elle a moins d'effet.
une fois qu'on a dit ça, on va regarder quelques petits sujets sur en fonction de comment est votre gestion de parc, la gestion de vos postes, en quoi, sur quels outils vous allez pouvoir faire des leviers pour avoir une customisation industrialisée de notre ami. Donc ça, c'est une diapo qu'on utilise souvent si vous êtes friand de nos webinars. Hein, vous avez pu la voir dans la gestion moderne du poste de travail, où on allait de je suis en mode LAN avec juste un AD et de la GPO jusqu'au mode moderne où on est tout en Azure AD First, on utilise tout online et on utilise du Intune pour diffuser nos applications et gérer nos endpoints. Donc, en fonction de là où vous habitez, il y a toujours des solutions possibles vis-à-vis du navigateur, hein, que ce soit en GPO avec des fichiers ADMX spécifiques, des configurations SCCM ou Intune. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de l'intégralité, mais si on synthétise, que ce soit en installation de Edge directement via SCCM, Intune, GPO ou un autre MDM, puis la finalisation du paramétrage en Intune ou en GPO, et en particulier en GPO quand vous téléchargez des fichiers ADMX, c'est là que vous allez pouvoir, on l'a vérifié avec nos experts, pousser non seulement Edge Chromium sur un poste de travail, mais aussi le pousser, par exemple, avec le profil d'entreprise par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire le navigateur va être poussé de telle façon avec telle sensibilité aux cookies et par défaut pour Nicolas avec son profil d'entreprise. Ce qui fait que quand moi le logiciel aura été poussé et que je le démarre pour la première fois, je me retrouvais avec un logiciel, avec un navigateur qui sera, comme l'a montré tout à l'heure brillamment Alison, avec un navigateur qui sera déjà synchronisé avec votre environnement Office 365. Alors là, nous, quand on passe là-dessus en adoption, effectivement, on a pas mal d'effets waouh, parce que tout de suite, il y a un navigateur qui ressemble à mon contexte professionnel. Et effectivement, en termes d'adhérence ou d'adhésion, quand on vient me vendre cette nouveauté, forcément, mon appétence va être un petit peu différente. Donc, nos experts postes de travail et endpoint manager maîtrisent très bien ces problématiques sur toute la France où est présent Progelis. Donc, on sera ravis de vous accompagner sur ces projets qui sont des projets somme toute assez courts de customisation et de cycle de vie propre à Edge Chromium et à son adoption. Et maintenant, je pense qu'on arrive à peu près dans le timing vers les éventuelles questions qui auraient été posées par nos auditeurs et auditrices. On me demande où se trouve le mode compatibilité avec IE11. Et on me demande du coup comment on peut activer ce mode IE dans Edge. Est-ce qu'il faut des outils complémentaires ou Non, c'est une expérience automatique et simplifiée. Donc, il faut télécharger un modèle de stratégie pour Edge et ensuite configurer cette stratégie Internet Explorer Integration qui est dans les local group policy. Et effectivement, on vient configurer un des fichiers qui est Configured Internet Explorer Integration. On nous dit dans le chat qu'on va installer Edge sans serveur, donc c'est plutôt intéressant. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, on ne met pas les gens en retard. C'est très bien. Ça. C'est parfait. On a le temps de 5 Vous avez le temps de boire un petit verre d'eau à votre prochaine ça. réunion. C'est ça. En tout cas, merci à tout le monde pour avoir participé à ce webinaire et puis on se retrouve très bientôt. Merci à mes Progelis du jour. Merci à notre audience. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.